Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du débrief. L'école ivoirienne vit des heures troubles actuellement. De grève en grève, l'école a passé la barre des 4 semaines sans activité scolaire. La menace d'une année invalidée se profile à l'horizon. Enseignants et autorités gouvernementales peinent à trouver des points d'accord sur les revendications des syndicats d'enseignants. Et les enseignants n'entendent pas reprendre les cours tant que leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement ivoirien. Que revendiquent exactement les enseignants ? Et surtout ceux du supérieur où certains syndicalistes ont été arrêtés il y a quelques jours. Quelles solutions et aussi quel impact sur le secteur éducatif en Côte d'Ivoire? Pour répondre à toutes ces interrogations, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui M. Jean-Claude Koulibaly, journaliste consultant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour. Et avec lui, le professeur Langui Roger, porte-parole du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, d'entrée de jeu, messieurs, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire? Bien, alors, au niveau de l'université de Cocody, nous avons 2 syndicalistes qui sont arrêtés, sont détenus depuis près de une semaine déjà. Ils ont simplement fait droit de grève. Ils ont été, pour ces raisons-là, arrêtés et humiliés. Devant ces faits graves, l'ensemble des syndicats du supérieur ne pouvaient pas se taire. Nous avons donc apporté nos soutiens parce que la liberté d'expression est en péril. Nous avons donc décidé d'arrêter les cours. Vous avez décidé d'arrêter les cours, c'est bien vrai. Ces arrestations sont consécutives quand même à une série de manifestations qui ont eu lieu, de revendications que vous menez. Quelles sont les revendications que vous menez? D'abord, je dois dire que c'est de mémoire d'université, c'est la première fois que les syndicalistes sont incarcérés. Il y a eu plusieurs présidents et ce qui arrive aujourd'hui dépasse l'entendement parce que c'est tout à fait normal qu'un syndicat revendique pour des raisons claires. Je crois que toutes nos revendications sont sur la table du gouvernement. Mais de là à arrêter un syndicaliste, l'humilier, le juger, le détenir au-delà de tous les droits qui sont attachés à la fonction. Vous savez qu'à l'université, il y a des principes, vous voyez, de gouvernance qui ont été totalement violés. Donc nous sommes en droit aujourd'hui d'apporter notre soutien, d'abord dans un premier temps, jusqu'à ce que nos camarades soient libérés. D'accord, que vos camarades d'abord soient libérés. On en reviendra à ce point-là, mais fondamentalement, quelles sont les revendications que vous menez qui ont conduit jusqu'à l'arrestation de vos camarades enseignants? Alors, je dois dire que nous n'étions pas en situation de revendication ouverte. Nous avons eu un nouveau ministre. Nous l'avons rencontré, tous les syndicats l'ont rencontré, et ont déposé sur la table un certain nombre de revendications. Nous étions en attente d'être reçus et d'évaluer ce qui pouvait se faire dans l'immédiat et ce qui pouvait se faire après. Dans cette attente, il s'est trouvé que depuis près de 3 ans, le président de l'université Houphouët-Boigny, le professeur Abou Karamoko, a décidé de faire des ponctions sur les HIC, ce qu'on appelle les heures complémentaires. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. Et il y a un taux fixe à partir duquel ces AIC sont calculés. Donc, il y a des enseignants qui ont perdu près de 600 000, d'autres 2 millions en fonction des montants effectués. Nous l'avons rencontré, nous avons rencontré le ministre. Il était question que ces heures-là soient rétrocédées. Mais depuis près de 3 ans, il est en train d'instituer cela comme un droit. Nous ne comprenions pas. Et la Sénèque a désigné des représentants qui sont allés rencontrer le président. Et ils ont eu maille à partie avec l'administration de M. Abou Karamoko. Il s'en est suivi des passes d'armes, des menaces, jusqu'à ce que, à notre grande surprise, il soit arrêté et incarcéré à la Maka. Voici les faits. Donc l'État doit aujourd'hui près de 3 ans de prélèvement sur les heures complémentaires effectuées par les enseignants de Cocody. Voilà ce qui a conduit à cette grève. Alors Jean-Claude Koulibaly, quel est votre sentiment? Comment vous analysez cette situation? Oui, je dirais que c'est un tableau noir, bien sûr, et c'est déplorable, parce que dans tous les cas, quand 2 éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en souffrent. C'est-à-dire aujourd'hui, qui souffre de cette léthargie, en tout cas cette grève n'en a point fini, ce sont les étudiants, ce sont les élèves. Alors que nous savons que l'école est l'endroit par excellence de la République, là où les citoyens de demain se forment, s'éduquent. Et quand on voit ainsi les professeurs et les maîtres en grève, on ne peut que déplorer cela. Mais je veux revenir un peu sur les faits.
par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'université, consécutif véritablement à l'arrestation des deux professeurs. Ben, nous pensons, nous ce que nous déplorons, c'est certes le droit de faire grève, la liberté de la grève est vraiment garantie par la Constitution, mais il y a la manière. Nous avons constaté, il y a des vidéos en tout cas qui le prouvent et qui sont actuellement sur la toile, qui montrent qu'effectivement il y a eu quelque part, de la part des enseignants qui ont été incarcérés, un débordement. Au moment où les étudiants sont en train de composer, si vous rentrez comme ça, par effraction, dans une salle d'examen et que vous mettez à déchirer, sinon à casser, en tout cas déchirer le copier, à casser tout, ben, il est clair que vous sortez carrément du cadre de la grève. Vous êtes en train de poser ce qu'on appelle en droit des voies de fait et qui sont punis. Certainement que c'est tous ces faits-là qui ont amené véritablement ces enseignants-là aujourd'hui à la MACA. Donc c'est pour vous dire que c'est vrai qu'on est enseignant, on a envie de faire la grève parce que c'est un droit, mais ce droit-là est encadré par la loi. Il y a des limites à ne pas franchir. Si on se comporte véritablement aux antipodes des franchises universitaires, il est clair qu'on s'expose véritablement à la rigueur de la loi. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Je voudrais dire que ce qui est important, c'est d'aller à la table des négociations. Parce que dans tout ce qu'on dit par rapport aux heures complémentaires, nous avons entendu le président de l'université, Abou Karamoko, expliquer un fait. Il a dit qu'il y a une sorte de mafia autour véritablement de ces heures complémentaires et qu'il fallait assainir un peu ces heures complémentaires. Il y a des heures fixes, des heures obligatoires qui sont en tout cas, si vous voulez, imposées à tous les enseignants. Mais c'est à la suite, une fois que ces heures sont faites, ce qui vient après, ce sont les heures complémentaires. Il estime qu'il y a un flou, sinon un manque de transparence à ce niveau. Lui, son objectif, c'est de mettre vraiment de la transparence et assainir un peu ces heures-là. Et il s'est suffisamment exprimé, en tout cas, dans plusieurs médias, que ce soit à la télévision ou bien dans la presse. Et c'est à partir de cela que j'estime que pour régler la question, il faut aller à la table des négociations. Parce que je peux comprendre qu'on peut bloquer l'école pour des arriérés de salaire, mais bloquer l'école pour des primes, j'estime que nulle part ailleurs, on a vu ça dans le monde. Voilà. Alors moi, je vais m'arrêter là sur deux questions qui me paraissent un peu incomprises encore. Tout à l'heure, quand je posais la question de savoir quelles sont les revendications des enseignants, on est resté un peu sur le cas des heures complémentaires et le cas des deux enseignants incarcérés actuellement. Mais donc, au fond, à part ces deux faits de situation, l'école ivoirienne se porte bien. Vos revendications ne portaient pas sur vos conditions de travail, les conditions de travail des étudiants, c'était que sur les heures complémentaires? Alors, avant de répondre à votre question, je vais relever quand même deux faits rapidement sur la situation qui vient de décrire, notamment en ce qui concerne nos camarades qui sont détenus. Vous savez, il y a un principe qu'on appelle le principe, disons, la franchise universitaire. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit d'appeler les forces armées et les forces de police ou de gendarmerie sur le campus. Lorsqu'il y a 2 ou 3 agents de police en uniforme, plus d'1 heure sur un campus, il y a force de réaction. Vous voyez, parce que ça perturbe la quiétude du milieu et c'est incompatible avec d'autres milieux. Donc déjà, inviter des policiers sur le campus pour arrêter des enseignants, ça ne se fait pas. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont effectivement posé les actes que vous dites? Je ne suis pas là pour défendre un syndicat ou des collègues sur ces faits, si tel est que ces faits sont avérés. La réalité, c'est quoi? C'est que quand il y a une annonce de grève, nous avons deux choix. Ou on y participe, ou on n'y participe pas. Mais les camarades qui sont initiateurs, le syndicat initiateur, a le devoir de passer l'information, d'interpeller les camarades. La plupart du temps, nous avons constaté que nombre d'enseignants ne sont pas informés lorsqu'il y a des mots d'ordre de grève. Et donc, il y a une phase de sensibilisation des piquets de grève qui sont tenus. C'est dans ce cadre, d'après ce que nous avons reçu comme information, que nos camarades sont allés vers ces enseignants-là. Parce qu'il y a un risque à faire composer les étudiants. C'est ce qui se faisait. Quand, en situation de grève, la quasi-totalité des unités de recherche sont arrêtées et que quelques enseignants prennent la responsabilité de faire composer des étudiants, ça veut dire que les résultats ne sont pas valides.
En réalité, c'est ce que ça veut dire. Donc, demander l'arrêt des compositions, ça n'est pas jouer contre le système. D'ailleurs, les coûts étaient déjà arrêtés à plus de 85%, voire 90%. Cela dit, il y a la situation même que vous évoquez concernant les AIC. Mais avant d'évoquer cet aspect, je dois dire que le président Abou Karamoko n'a pas été élu. Nous avons au niveau des universités un système de fonctionnement par grand électeur. Ça veut dire que les rangs B, les enseignants rang B, les assistants et les maîtres assistants élisent des rangs A qui sont chargés à leur tour d'élire le président de l'université. C'est ce qui a fonctionné jusqu'à présent. Et depuis quelques années, nous avons assisté à des élections, à des nominations. Des nominations, M. Abou Karamoko a été donc nommé. Avant d'arriver là, il n'a présenté aucun programme d'activité. Donc, c'est sur le fait que l'université est dirigée. Il prend sur lui la responsabilité de changer le système, d'apporter des modifications, alors que nous sommes tenus par des rigueurs scientifiques. Donc, sur cette base, déjà, nous étions en opposition ouverte avec sa manière de diriger l'école. Et en décidant de s'attaquer aux heures complémentaires, vous savez très bien qu'il a été enseignant de philosophie et il est en ce moment à la retraite. Malgré cela, il est quand même président de l'université, il est à la retraite. Alors, ça veut dire qu'il a bénéficié, il a fonctionné dans ce système-là jusqu'à ce qu'il soit président de l'université. Comment se fait-il que c'est bizarrement à ce moment précis qu'il veut changer? Je ne suis pas là pour défendre les AIC, mais je crois que s'il y a un problème qui concerne les heures complémentaires, c'est en interne. Le seul problème, c'est que les nouveaux enseignants qui sont recrutés ont souvent maille à partir avec les anciens qui rétrocèdent difficilement les heures. Mais c'est quoi exactement les AIC? L'université de Cocody, uniquement, pour être fonctionnelle aujourd'hui, doit recruter en moyenne 1500 assistants. 1500 assistants en moyenne. Donc les assistants, c'est-à-dire des enseignants en rang B. Au niveau des rangs A, il nous faut en moyenne 500 professeurs de rang A. En plus de ça, il nous faut en moyenne 84 salles de TD. Des salles de classe. Et une vingtaine d'amphithéâtres pour que nous puissions démarrer une année et l'achever dans les normes. Ça veut dire que depuis près de 10 ans, l'université ne fonctionne que par bout. Nous n'avons pas de salle. Moi, je suis de du département de lettres modernes. Nous n'avons que 3 salles de TD et 2 amphis. Nous ne sommes pas des magiciens. Nous travaillons dans des conditions déplorables. On nous a annoncé 100 milliards pour des rénovations. Ça n'a rien donné. Il n'y a pas de salle. Nous squattons des salles comme l'ISTC, comme le lycée technique, parfois pour pouvoir achever les programmes. Vous voyez? Donc, les enseignants ont été à la pointe du combat pour sauver cette école. Nous ne travaillons pas contre la Côte d'Ivoire, contre nos propres enfants. Parce que quand il y a une situation de grève, les enseignants sont évalués au CAMES en fonction des enseignements qu'ils effectuent. Donc eux-mêmes sont les premières victimes de ce qui se passe. Voilà. Permettez-moi de revenir dans toutes vos revendications que vous évoquez maintenant. Vous parlez des salles de classe, des amphithéâtres qui vous manquent, qui ne sont pas encore disponibles. Oui. Mais quand l'État de Côte d'Ivoire annonce que dans les années à venir, d'ici 2020, il y aura 10 nouvelles universités et des infrastructures qui viennent, est-ce que ce n'est pas un début de réponse à vos revendications? C'est des déclarations politiques. On n'annonce pas une université. Les conditions sont réunies et on constate que cette université existe et fonctionne. Il ne s'agit pas de construire des bâtiments pour dire que nous avons une université. Je crois que c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Une université, c'est des spécialités. Une université, c'est des unités de recherche, des unités d'enseignement. Parce que l'université, c'est un État dans un État. C'est un système qui est tout à fait particulier. Pourquoi la Côte d'Ivoire, les universités ivoiriennes ne sont pas classées? Nous avons une des universités, en tout cas l'université de Cocody, est une des universités les plus pourvues en spécialistes. Pourtant, ne sont pas classées. Mais quand vous prenez le ratio étudiants-enseignants et salle de cours, ça n'est pas fonctionnel. Ça ne peut pas être considéré comme une université fonctionnelle. Alors Jean-Claude, vous partagez cet avis? Non, moi je pense qu'il y a quelques aspects de son intervention que je ne partage pas, notamment au niveau des 100 milliards qui ont été annoncés. Il faut rappeler aux gens que en fait, les 100 milliards, ce n'était pas seulement pour l'université de Félix Faure-Moïse de Cocody. Les 100 milliards, c'était pour toutes les universités qui étaient existantes, en tout cas en Côte d'Ivoire, que ce soit l'université d'Abou-Badiamé, l'université de Daloa, l'université de Korogo, etc. Les 100 milliards n'ont pas été engloutis, en tout cas, dans tout ce qu'on a vu au niveau de l'université de Cocody. Ça n'a pas permis de construire des salles. Il faut que ce soit clair. Mais ça a permis au moins, et ce que tout le monde voit, ce qu'on a fait, ce qui a été fait, en tout cas d'excellent, en tout cas au niveau de l'université.
C'est-à-dire, il est clair qu'aujourd'hui, l'université, dans son entièreté, en termes d'infrastructure, en termes de fonctionnement, il y a eu une certaine amélioration. Il est vrai qu'il y a beaucoup encore à faire, mais il y a une certaine amélioration et ça, il faut le reconnaître. À quel niveau, par exemple? Au niveau, par exemple, infrastructurel, au niveau aussi, même au niveau, même, comment on appelle ça, du fonctionnement et même des choses, la rémunération, il y a eu des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas, à part peut-être la crise qui est créée en ce moment, on ne peut pas parler d'arrêt de salaire. Il y a eu une révalorisation même des salaires au niveau des enseignants de l'université. Ça, il faut le reconnaître. Il y a eu le paiement jusqu'ici des heures complémentaires. Il arrive seulement que le président de l'université estime qu'il faut que les choses soient clarifiées à ce niveau. Mais c'est légitime et c'est normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à payer les heures complémentaires tel qu'on le faisait par le passé. Il est vrai que vous avez dit tout à l'heure que le président, moi, quand vous parlez, moi je ne vous interromps pas. Il est vrai que le président a bénéficié, comme vous le dites, de ce système-là. Mais c'est normal qu'il le change s'il estime que le système dont il a bénéficié n'est pas vraiment bon, n'est pas potable. Il y a un problème, il y a un flou à ce niveau-là. Et le problème, c'est qu'on n'a pas envie de la transparence. Et ça, c'est mon avis. Et le deuxième point, c'est qu'un enseignant, il peut faire la grève, mais il ne peut pas se comporter comme un vulgaire casseur et puis penser que, bon, comme il y a les franchises universitaires, donc il a une certaine immunité. Non, on ne peut pas véritablement continuer toujours dans ce pays à se comporter à une certaine manière et puis penser qu'on va avoir l'impunité ad vitam. Donc je pense qu'il est important dans ce pays, en tout cas, de commencer à avoir de bonnes habitudes. On peut revendiquer, on peut faire la grève, mais il faut la faire dans la limite autorisée, dans les limites autorisées par la loi. On peut véritablement réclamer des heures complémentaires, mais il est clair que le président, par le biais du gouvernement, a un droit de regard pour pouvoir assainir les choses. Voilà qui est clair. Sinon, le reste, au niveau du volume horaire, au niveau des salles de TD, au niveau du recrutement des gens, mais l'État continue de recruter. L'État continue de faire des efforts. C'est aux enseignants de comprendre, parce qu'on ne peut pas tout régler à la fois. Si on continue de presser ainsi, qu'on appelle ça la poule aux œufs d'or, on ne s'en sortira pas. Il n'y a pas seulement que des problèmes au niveau de l'enseignement. Dans tous les secteurs d'activité de notre pays, il y a effectivement des déficits, il y a des insuffisances. Mais il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui se font aussi au sommet, au niveau des autorités. Ce qui est important, comme je le dis, on ne peut pas bloquer l'école pour des problèmes de primes. On peut bloquer l'école, peut-être, je peux le comprendre, pour des problèmes d'arriérés des salaires. Mais bloquer l'école pour des problèmes de primes, je pense qu'il y a problème. Et je pense qu'il y va de la responsabilité de nos enseignants de comprendre que chacun doit faire sa part de sacrifice des deux côtés. Il faut aller sur la table de négociation et essayer de trouver ensemble les solutions. Aller sur la table de négociation, pour l'heure actuelle, vous êtes en négociation, je suppose. Mais ce que je veux comprendre, vous avez dit tout à l'heure que c'est depuis 2016 que c'est HC, ces heures complémentaires, cette histoire d'heures complémentaires a commencé. Mais pourquoi attendre en 2019 pour faire cette grève-là précisément? Non, le principe des HC a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est depuis 2016 que le président Abou Karamoko a commencé à faire des ponctions sans explication aux enseignants. Et pourquoi c'est en 2019 que vous exprimez? Non, nous avons obtenu la promesse d'un reversement. La première année, il a promis. Nous étions même, je crois, à une grève. Le principe avait été acquis avant que le mot d'ordre de grève ne soit levé. Dès qu'il a été levé, nous avons été surpris de constater sur les journaux que le président Abou Karamoko, désormais, accuse les enseignants-chercheurs de fraude. D'ailleurs, nous verrons même, notre syndicat vient d'engager une plainte contre le professeur Abou Karamoko pour diffamation, pour menaces et pour refus de signature des dossiers de nos camarades qui vont au CAMES et qui sont militants donc de la Sénèque. Mais pour revenir à la question des AIC, qu'est-ce que c'est les AIC en réalité? Je vous ai dit tout à l'heure qu'en moyenne, il faut un recrutement de 1500 personnes comme assistants. Et au niveau des rang A, au moins 500 enseignants. Juste pour clarifier, dans l'esprit des téléspectateurs, c'est 1500 assistants à recruter par année? Sur le champ, immédiatement, pour que nous puissions couvrir donc, le nombre d'étudiants. Ce qui a été déclaré, c'est 60 000, je crois qu'on est au-delà. Donc l'administration n'a même pas une maîtrise réelle des chiffres de la population estudiantine. Déjà, il faut comprendre que ce déficit d'enseignants doit être comblé par les enseignants qui sont déjà sur le terrain.
Donc, en moyenne, si l'État devait recruter ces personnes et leur attribuer un salaire, c'est pratiquement dans l'ordre de 30 à 35 milliards de francs. Or, l'État consacre 4 à 6 milliards pour régler les HC par an. Ça veut dire qu'en moyenne, au bas mot, l'État économise près de 20 milliards chaque année parce que les HC sont tenus par les enseignants qui sont là. Mais comme le disait Jean-Claude Coulibaly tout à l'heure, est-ce que vous ne pensez pas que l'État vraiment s'évertue à assurer le minimum, les salaires des enseignants, mettre à disposition les infrastructures? On a vu les universités rénovées, on a vu de nouvelles universités construites. Est-ce que vous ne pouvez pas dire que l'État quand même fait le maximum pour assurer le nécessaire aux enseignants? Faire le maximum, c'est déjà nous donner des salles de cours. Donner des salles de cours, dans l'intérêt même des étudiants. Nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions. Et l'université la mieux classée, jusqu'à l'université de Bouaké, que je connais, simplement, c'est une nouvelle université, il y a moins d'étudiants. Donc le ratio est acceptable. C'est les mêmes enseignants que nous travaillons, nous avons les mêmes résultats au CAMES, vous le savez. La Côte d'Ivoire fait partie des meilleurs, propose chaque année les meilleurs candidats. Donc nous avons les meilleurs taux. Et c'est AIC, comme je le disais, eh bien, c'est l'État qui bénéficie donc de ces traitements. Et au départ des AIC, il y a des maquettes pédagogiques qui sont conçues. Donc ça veut dire qu'au départ, on sait combien d'heures l'État doit payer. Donc ces maquettes-là sont validées par le même président aujourd'hui qui les contexte. Et quand les heures de cours sont effectuées, il y a 3 niveaux de contrôle. Les départements contrôlent les coûts effectués, les UFR contrôlent les coûts effectués et la présidence en dernier ressort contrôle ces coûts effectués. Donc comment peut-il se faire qu'on accuse les enseignants chercheurs de fraude? Alors, voilà la question. On s'en tient à cela, mais déjà, comment vous voyez la suite de cette situation? Est-ce que l'école ivoirienne, l'université, part vers une année blanche, une année invalidée? Je pense que c'est un problème qui n'est pas nouveau, en tout cas, surtout au supérieur, où nous sommes passés aussi. Il y a toujours eu des frictions à ce niveau-là entre professeurs et les autorités. Il y a toujours eu, en tout cas, des frictions, mais je pense qu'on essaye toujours d'ajuster les choses et sauver plus ou moins l'année. Je crois qu'il y a pour le moins un malentendu. Il s'agit de clarifier ce malentendu-là en s'asseyant. C'est ce qui est important. Le président de l'université dit qu'il n'est pas d'accord avec la méthode d'évaluation, en tout cas des heures complémentaires, qu'il n'est pas d'accord et qu'il estime qu'il y a un certain flou. Et son objectif, c'est d'apporter un peu de transparence à ce niveau. Mais c'est facile, il faut aller sur la table de négociation pour discuter avec lui et trouver véritablement, comme on appelle ça, les modalités. Il y a aussi le fait que lorsqu'on est en grève, il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut, par exemple, dénier la liberté des autres. S'il y a des enseignants qui veulent faire cours ou bien qui veulent évaluer leurs étudiants, mais si vous allez avec une manière un peu, je dirais, violente, ou bien vous vous comportez comme un casseur en tant que professeur, vous qui êtes censé éduquer, censé apporter certaines valeurs à vos apprenants, il est clair que vous vous exposez à la rigueur de la loi. Vous n'êtes plus dans le cadre de la grève. Vous n'êtes plus dans une revendication syndicale, mais vous êtes carrément dans ce qu'on appelle un délit. Et il est important qu'on vous le rappelle. Et ça, c'est un fait. On veut manipuler la population en faisant croire que c'est parce que ces enseignants-là sont allés en grève qu'ils sont en prison. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des enregistrements, des vidéos actuellement qui circulent sur la toile, qui montrent je ne vais pas citer, mais qui montrent. Ces vidéos peut-être seront présentées lors des justifications. Mais messieurs, c'est là que nous allons mettre une pause pour cette première partie. Et vous l'avez compris, pour cette première partie du débrief, nous sommes avec professeur Langui Roger, porte-parole du syndicat libre des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire, et Jean-Claude Coulibaly, journaliste consultant. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour parler de l'impact de ces activités sur le système éducatif en Côte d'Ivoire. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de notre débrief. Si vous nous prenez en marche, aujourd'hui nous nous intéressons à l'état de l'école en Côte d'Ivoire. Plus de 3 semaines sans activité et l'hémorragie n'est pas prête de s'arrêter. Quels impacts peuvent avoir les grèves des enseignants sur l'année académique en cours? On en parle maintenant et avec nous sur ce plateau, M. Jean-Claude Coulibaly, journaliste consultant.
Merci de rester avec nous. Merci. Et M. Fulgence Assi, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, nous a rejoint. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur, comment vous vivez ces différentes grèves des enseignants en Côte d'Ivoire actuellement, M. Assi? D'abord, je tenais à vous dire merci de m'avoir invité sur ce plateau pour revenir sur la situation que connaît l'école ivoirienne. Il faut dire que nous vivons cette situation avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de sentiments, je vous dirais des sentiments négatifs. Voilà, négatifs parce que bien évidemment, nous réclamons le retour de l'ensemble des élèves et étudiants dans les classes. Et donc, c'est déplorable pour nous de rester pendant un mois, plus d'un mois à la maison. Et donc, voilà le sentiment que l'ensemble des élèves et étudiants aujourd'hui quel soit leur niveau d'études et les différentes villes dans lesquelles ces étudiants sont, ces élèves sont. Un sentiment de frustration, un peu de colère. On a vu que cela vous a amené à initier une manifestation pour quand même attirer l'attention des autorités et de vos enseignants. On regarde cet élément que nos correspondants à Abidjan ont dressé et on revient sur ce plateau. Depuis plusieurs semaines, l'école ivoirienne connaît des perturbations dans plusieurs localités du pays suite à une grève des enseignants. Plusieurs établissements publics sont fermés. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire a organisé une marche pacifique nationale pour réclamer la reprise des cours, une situation que déplorent certains parents d'élèves. Je ne souhaite même pas une année blanche, parce que moi-même j'ai vécu l'année blanche qui a été étudiant. Donc je ne vais pas souhaiter une année blanche encore. J'aurais voulu que chacun mette un peu d'eau dans son vin au niveau du gouvernement, que des syndicats, pour trouver un minimum de consensus pour que l'école puisse aller de l'avant. Pour cette énième perturbation, les grands perdants, qui sont les élèves et étudiants, affichent un sentiment de désolation et appellent les deux parties au dialogue. On a toujours dit que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue, donc nous pensons sincèrement que le gouvernement devrait être attentif aux requêtes que les professeurs demandent et aussi négocier. Malgré les appels du gouvernement ivoirien, qui plaide pour une reprise des cours, les portes de certains établissements sont toujours fermées. Alors, M. Jean-Claude, vous avez vu cet élément-là, vous voyez un peu le cri de cœur de ces enfants, de ces jeunes élèves, de ces étudiants. Quel est votre sentiment? Oui, c'est vraiment justifié, c'est un cri de cœur vraiment justifié parce que, vous savez, le droit à la formation et à l'éducation est solidement inscrit dans la Charte universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est aussi inscrit dans notre Constitution que l'enfant qui naît a droit à l'éducation, a droit à la formation. Et c'est important. Et dans un espace républicain, Jérôme, je l'ai dit, l'espace par excellence est l'école. Parce que c'est pour un enfant qui apprend, pour un étudiant qui continue de sa formation, c'est l'endroit où il passe le plus clair de son temps. La majeure partie de son temps, c'est là qu'il passe. Donc, il apprend, il passe son temps dans cet espace-là pour apprendre, pour devenir un citoyen modèle, pour se former pour les défis à venir. Donc, il est important que lorsque cet espace-là est fermé, l'étudiant, l'élève est exposé à tous les dangers. Vous savez que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Il n'est pas important, il n'est pas intéressant que nos enfants soient dans la rue, mais qu'ils soient véritablement dans cet espace qui est l'école pour s'exercer, pour se former, pour devenir des citoyens modèles demain. Donc, j'estime que ce qui arrive en ce moment est déplorable. Nous avons bénéficié d'une formation plus ou moins excellente. Nous avons eu cette chance-là d'avoir des maîtres, d'avoir des professeurs de qualité, des éminents professeurs qui nous ont formés. Et c'est cette formation-là qui, aujourd'hui, nous aide dans la vie active, dans nos différentes activités. Pourquoi priver nos enfants, en tout cas, de cette opportunité-là, de ce dont nous avons bénéficié? Pourquoi Donc, priver? je pense que nous ne devons pas, nous avons un devoir vis-à-vis de nos enfants. Tous les acteurs de l'école ont un devoir vis-à-vis des enfants de Côte d'Ivoire, de la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est d'assumer véritablement ce pourquoi ils sont payés par le contribuable.
C'est pourquoi ils sont payés par le contribuable. Mais vous, Assis, vous êtes un acteur clé représentant des étudiants, des élèves de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous vivez cela au quotidien? Je veux dire, ça fait déjà 4 semaines que l'université est, plus de 4 semaines que l'université est paralysée. Nos lycées et collèges et même écoles primaires qui devaient reprendre les cours le 25, eux aussi, les écoles sont toujours fermées. Qu'est-ce que vous pensez? Comment ça se passe sur le terrain? Bon, je pense que, comme l'a bien signifié M. Jean-Claude, il faut dire que c'est véritablement un sentiment d'amertume et un sentiment de désolation. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes chaque jour interpellés par nos étudiants, nos camarades étudiants, certains élèves qui ont soif de reprendre le chemin de l'école. Et donc, pour nous, nous pensons que l'État et l'ensemble des acteurs du système éducatif doivent pouvoir comprendre que l'école doit pouvoir reprendre ses activités normales, les activités académiques doivent pouvoir répondre dans tout le système éducatif. J'ai même reçu l'appel d'un parent qui, depuis un bon moment, ne fait que se lamenter parce que pour lui, son enfant étant en classe d'examen, et il n'avait pas souhaité que son enfant reste pendant 1 mois à la maison. Et aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, il ne fait que nous m'appeler pour voir quelles sont les démarches que nous menons. Nous rassurons à ce parent que nous sommes en activité pour que vraiment l'école puisse répondre. Et je pourrais aussi vous dire que sachez que si cette situation perdure, cela aura un impact négatif sur la formation. Il y aura un risque d'abandon de certains élèves et certains étudiants parce que rester pendant 2 mois à la maison, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir encore la force de reprendre le chemin des classes. Il y a aussi, comme je l'ai dit à un enseignant, si vous-même, si vous restez pendant longtemps à la maison, ce n'est pas sûr que vous allez retrouver le même effectif à la reprise. Voilà, des étudiants ou des élèves risquent de s'adonner à d'autres activités et puis bon, bien évidemment, c'est fini. Et le gouvernement aujourd'hui qui veut bien évidemment que la jeunesse ivoirienne soit formée pour répondre aux exigences de demain, le gouvernement aussi doit pouvoir se donner les moyens de pouvoir interpeller tous les acteurs et inviter les enseignants à la reprise des cours à partir d'un dialogue qui doit pouvoir naître entre les différentes parties. Voilà un peu notre position dessus et donc c'est un sentiment désagréable. On est vraiment frustré de rester pendant longtemps à la maison. Et ce qui nous frustre plus, c'est l'enseignement supérieur. Convenez avec moi que nous sommes en 2019, mais malheureusement, nous sommes encore dans l'année académique 2017-2018. Nous sommes en février 2019. Mais tous ces examens que vous voyez dans ces universités-là, c'est pour l'année académique 2017-2018. Les cours que vous voyez par moments qui sont donnés par nos enseignants dans certaines UFR, certaines universités actuellement, c'est l'année 2017-2018. Et donc, nous sommes doublement les perdants. Nous sommes la seule victime de cette crise-là. Et donc, nous voulons bien évidemment que l'école puisse en tout cas reprendre partout sur l'étendue du territoire et dans tous les niveaux du système éducatif. Alors donc, l'école ivoirienne ou l'université est en retard en griffe d'1 année, selon ce que vous venez de dire. Mais j'aimerais rebondir sur un point qu'il vient d'évoquer tout à l'heure, au niveau des parents d'élèves, dans cette situation que l'école vit. Quel devait être le rôle des parents d'élèves? Il y a des COGES, il y a des comités de gestion. Quel devait être le rôle et l'implication des parents d'élèves pour résoudre ce problème? Moi, je pense qu'il est temps pour les parents d'élèves de lever le haut là. Parce que vous savez, comme quelqu'un l'a dit, nous tous, moi je suis un parent d'élève. Nous n'avons pas les moyens, en tout cas, d'envoyer nos enfants à l'extérieur, dans de grandes écoles, dans de grandes universités. Nous vivons les réalités ici sur le terrain. Ce sont nos enfants qui vont à l'école. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toute la chaîne de l'éducation nationale est bloquée. Toute la chaîne. C'est-à-dire du préscolaire, du primaire, du secondaire jusqu'au supérieur. C'est-à-dire l'école même ivoirienne est morte actuellement. Elle est en arrêt. Qu'est-ce que nous constatons? Aucun parent d'élève ne s'offusque de la situation. On ne voit pas les parents d'élèves sur l'espace, en principe, ce qui devait être protester et manifester leur mécontentement vis-à-vis de cette situation qui ne nous arrange pas, nous tous.
Parce qu'en définitive, qui est sacrifié en tout cas dans cette affaire? Ce sont nos enfants. Et comme je l'ai dit, quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en souffrent. Il faut que nous trouvions la solution. Et la solution est entre nos mains. C'est quoi la solution selon vous? Mais la solution, c'est le dialogue. C'est-à-dire, on ne peut pas bloquer l'école pour, moi je pense, pour des choses qu'on ne peut, qui n'en valent pas la peine. Je peux par exemple m'arrêter de travailler si j'ai des arriérés de salaire. Si je sais que j'ai 2 mois d'arriérés, 3 mois d'arriérés, 4 mois, je peux dire bon, ça suffit. Parce que je veux vivre aussi, je dois vivre. Mais je ne peux pas arrêter l'école parce que on n'a pas payé telle prime et on n'a pas payé une telle prime. Je trouve que c'est excessif. C'est des choses qu'on peut régler. Regardez, depuis 2011, de 2011 à 2018, que ce soit au niveau des salaires, que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau des infrastructures d'accueil, l'État a fait beaucoup de choses. Parfois, les acteurs ont tendance à l'oublier. Les salaires étaient bloqués depuis 25 ans, plus de 25 ans. Il y a eu un déblocage. Les avancements tous les 2 ans ont repris. Il y a eu au niveau des indices, il y a eu une révalorisation. Il y a eu une augmentation. Aujourd'hui encore, l'État est en train de régler un vieux problème de 2009, c'est-à-dire le stock des arriérés, qui coûte 249 milliards. L'État est en train de payer. L'État a signé une trêve de 5 ans avec les syndicats. Justement, parlons de cette trêve de 5 ans. Elle a débuté quand? Elle devrait aller jusqu'à quand? La trêve a débuté à partir de l'année dernière. C'est-à-dire en 2018. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, les enseignants ne devraient pas aller en grève. Ils devaient pas que les enseignants ne doivent pas protester. Pas que les enseignants ne doivent pas revendiquer. Mais tout doit s'obtenir sur la table de négociation. C'est-à-dire, on fait une trêve. On s'est dit, on a pris des engagements. Et ces engagements-là, on sait que en cours de route, il peut y avoir des accidents de parcours en griffe. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous voir de temps en temps pour pouvoir régler nos problèmes. La trêve a été obtenue comment? Mais c'est par la satisfaction des 6 points de l'intersyndical, des agents du public, du secteur public, avec les syndicats que nous connaissons. Il y a d'autres syndicats qui ont poussé comme des champions, qui disent qu'ils ne sont pas signataires, en tout cas de cette trêve-là, et qu'il y a d'autres revendications, notamment la prime de logement qu'il faut augmenter, revenir sur le jour du mercredi, c'était un jour où il n'y avait pas cours, mais de revenir sur ce jour-là et faire en sorte qu'il n'y ait pas encore cours. Justement, mais là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Cette revendication me gêne un peu en tant que vraiment observateur et analyse de la société. C'est-à-dire, nulle part ailleurs, vous allez voir que c'est l'employé qui impose les heures de travail à l'employeur. C'est en Côte d'Ivoire on peut voir ça. Mais justement, je veux revenir sur cette question-là. Assis, vous qui êtes aussi représentant des étudiants, je crois que vous aviez posé ce problème-là ou pas? Le fait que le mercredi revienne encore au niveau du primaire. Effectivement, il faut dire qu'à ce niveau-là, nous sommes d'accord avec nos maîtres et les enseignants. Les charges des élèves du primaire, pour moi, n'est pas donné à tous les âges de pouvoir supporter cela pendant plus de 3 jours en classe. Je le dis, et parce que même ce problème, on m'avait dit qu'avant, il y avait obligation qui était faite aux élèves de partir à l'école du lundi jusqu'au jeudi, jusqu'au jeudi, et puis le jeudi soir, il n'y avait pas cours, un truc de ce genre, jusqu'à ce que il y a eu d'autres décisions qui ont été, en tout cas, qui ont été prises pour normaliser ou pour ramener les choses un peu plus souples pour que vraiment l'ensemble des élèves puissent en tout cas avoir la chance de partir à l'école et d'avoir un bon rendement. Quand nous avons posé le problème, on nous a laissé entendre que c'est au nom de ce que les élèves
avaient un faible rendement en mathématiques et en littérature, en lecture. Chose que nous acceptons cette critique, cette analyse-là. Mais pour moi, si véritablement le problème de mercredi cause un véritable problème pour les enseignants et pour nous-mêmes élèves, pour moi, il y a une autre manière de pouvoir rattraper cela. Voilà. Je pense que la seule façon de rattraper cela, c'est d'allonger la période de cours, puisque c'est sur 9 mois. C'est-à-dire 9 mois, si les mercredis doivent être, si les heures, le volume horaire des mercredis doivent être importantes, si le volume horaire doit être important, je pense qu'on peut ajouter 2 semaines. 2 semaines pour pouvoir rattraper les heures de mercredi sur toute l'année. Pour moi, ça va encore régler le problème définitivement parce que c'est une question de quantum horaire, c'est une question de volume horaire. Et donc, pour moi, cet élément n'est pas un élément aussi qui doit pouvoir où on doit pouvoir avoir des difficultés dans le règlement de ce problème-là. On peut clairement sauter la question du mercredi et puis mettre 2 ou 3 semaines sur l'année pour rattraper le volume horaire. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre fin à cette question-là. Monsieur, ce point-là, permettez-moi de revenir. Est-ce que déjà, avec vos camarades étudiants, élèves, vous avez déjà posé la question, travaillé, réfléchi sur cette question? Parce que déjà, on voit même dans certaines écoles, quand la période des congés arrive, certains groupes d'élèves se permettent d'aller déloger leurs camarades sous prétexte qu'ils sont déjà fatigués, ils veulent aller en congé, mettre encore 2 semaines. Est-ce que ça ne va pas poser problème? Non, ça ne pose pas de problème. Il faut dire que pour cette situation, la Fédération estudiantine scolaire, chaque année, organise des sensibilisations dans les établissements. Là où les chefs d'administration ou les préfets nous aident dans la sensibilisation, vous faites le constat, vous verrez qu'on arrive à maintenir nos camarades dans les lycées et collèges jusqu'au début des congés. Et donc, pour nous, c'est un élément qu'on peut rapidement travailler dessus, trouver des solutions intéressantes. Voilà. Donc, nous avons pris sur nous la responsabilité de combattre ce fléau parce que ça n'honore pas le système éducatif et ça ne permet même pas aux élèves d'avoir un bon rendement. Le premier trimestre qui, en temps normal, finit vers la fin de l'année, vers décembre, par moment, est couché selon son volume par ce système-là, par ce fléau-là. Et donc, de plus en plus, on réfléchit dessus. Cette année, nous avons réussi à maintenir les élèves dans les établissements, à Yamoussoukro, à Bonois, dans plusieurs villes où le préfet, où les différents préfets et sous-préfets nous aident dans la sensibilisation. Et donc, c'est une question de sensibilisation qui pourra en tout cas mettre fin à ce phénomène-là. Alors, Jean-Claude, je reviens vers vous rapidement. Au niveau des écoles au primaire et au secondaire, les différentes revendications, cette ébullition qui prévaut là-bas, comment est-ce qu'on peut arriver à juguler cette situation? Non, la situation est simple. Vous savez, la situation, tout ce que nous sommes en train d'exposer ici comme problème, se trouve dans ce qu'on appelle le dialogue, la négociation. Mais vous savez pourquoi il y a cette crise? C'est dû au fait que si vous voulez, le non-respect de la trêve sociale a entraîné 2 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est un problème de crise de confiance. Qu'est-ce qui prouve que les nouvelles revendications ne cachent pas encore d'autres revendications? Parce que nous tous, nous savons dans quel contexte cette trêve a été prise. L'État, jusqu'ici, respecte ses engagements. L'intersyndicale des agents du public, dont fait partie tous les enseignants que nous connaissons, a signé véritablement, qu'on appelle ça, cette trêve-là. Il y a eu plusieurs, en tout cas intersyndicales, qui ont signé la trêve. Donc, il était clair que le front social était plus ou moins pacifié. Mais il s'est avéré qu'il y a eu d'autres syndicats qui estiment qu'ils n'ont pas signé. Comme ils n'ont pas signé, il y a d'autres revendications à porter devant le gouvernement. Donc du coup, ça pose un problème de confiance. Qu'est-ce qui prouve que si on finit Non, je vais terminer. Qu'est-ce qui prouve que si on finit de satisfaire ces énièmes revendications-là,
d'autres revendications ne vont pas surgir. Et de deux, c'est-à-dire j'avais dit deux problèmes majeurs. Le deuxième problème majeur, c'est le problème du financement. L'État a déjà, pour ces problèmes de rivalisation des salaires, satisfaction des, en tout cas, ce qu'on appelle les indices au niveau des salaires, etc. et tout, l'État a déjà dépensé plus de 600 milliards. Est-ce que vous savez que, à un certain moment, ce qui était dans la balance, il y avait entre revaloriser les salaires, c'est-à-dire augmenter les salaires de façon subséquente, et chose qu'on appelle ça la satisfaction du stock d'arrivée. Arrivé à un certain moment, c'était ce qui avait été négocié. Mais les syndicats se sont rebiffés. Ils ont estimé que, en plus de l'augmentation des salaires, du déblocage des salaires, il fallait encore payer le stock. L'État s'est plié, mais l'État a donné une condition. 5 ans de trêve sociale. Mais on règle nos problèmes sur la table des négociations. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce qui arrive? Il y a eu un problème, il y a une crise de confiance. Et non seulement il y a une crise de confiance, on a déjà dépensé près de 600 milliards, plus de 600 milliards. On tend avec, quand on voit les frais de formation, etc. et tout, on a près de 1000 milliards. Où on va trouver de l'argent encore pour pouvoir satisfaire ces différentes éducations qui nécessitent bien qu'on appelle ça des fonds. Voilà le problème. Donc moi j'estime que il faut d'abord ramener la question de la confiance au niveau des négociations. Il faut que chacun apporte plus ou moins sa bonne foi pour qu'on puisse avancer. Parce que si on ne le fait pas, il est clair que si moi je ne te fais pas confiance, si on ne se fait pas confiance, mais on ne peut pas s'entendre. C'est pourquoi l'État à la table de négociation a dit, bon, l'État avait demandé aux enseignants, ben écoutez, reprenez, qu'on appelle ça, le travail le lundi. Et puis on poursuit, qu'on appelle ça le dialogue. Les enseignants ont refusé, ils ont continué. L'État dit, bon, qu'il en soit ainsi, c'est que nous, on ne peut plus dialoguer avec vous. D'où la crise de confiance. Mais l'État quand même doit avoir le dos assez large pour aller... Oui, je voulais réagir dessus. Vous savez, moi j'ai la chance voilà, d'être dans le milieu. Et il faut dire que avant que cette crise ne prenne forme, nous avons eu écho. Nous avons adressé un courrier à l'administration, les invitant à anticiper sur la crise. Parce que déjà, on a eu écho de ce que les enseignants avaient déposé une plateforme de revendication qui devrait les engager dans une grève à partir du 24 ou du 25 janvier. Et donc, pour moi, au niveau de l'État, il y a un manque d'anticipation. Je le dis parce que M. Jean-Claude même a dit que le dialogue devrait être la seule arme pour les deux parties de juguler les crises. Même si, quand la grève, la trêve est signée. Et donc, puisque l'administration a reçu des plateformes de revendication, l'administration devrait, moi je pense, anticiper cela. Je ne suis pas là pour justifier les enseignants, mais devrait anticiper cela. Chose que quand nous avons eu l'information, nous avons adressé des courriers formels, des correspondances à l'administration, les invitant d'anticiper parce que déjà on avait des difficultés dans les lycées et collèges, et avec le nombre pléthorique des élèves dans les stades de classe, avec beaucoup de difficultés. On ne voulait même pas que cette crise prenne forme parce que dès qu'on rentre dans une période de grève, il est difficile d'en sortir. Et donc, c'était cette démarche-là qu'on avait demandé, mais malheureusement, bon, nous, on ne va pas prendre position pour un camp parce que nous avons payé nos frais d'inscription. Nous attendons que l'État puisse prendre toutes les dispositions pour la reprise des cours. Nous invitons aussi les enseignants, puisque c'est ce que nous disons à nos maîtres quand nous avons rencontré nos maîtres du COSEFSI, c'est le collectif qui est en grève. Nous avons dit à nos enseignants d'intégrer dans leur démarche notre envie de reprendre le chemin de l'école. C'est la même chose que nous avons dit à nos maîtres de l'enseignement supérieur. Et même après avoir échangé avec nos maîtres de l'enseignement supérieur, nous avons rencontré le président de l'université, qui était remonté parce qu'il réalisait que les maîtres qui devaient donner l'exemple avaient eu des comportements peu honorables. Bon, chose que nous ne pouvons pas prendre position parce que nous sommes des apprenants. On ne peut pas, nous sommes des apprenants. Voilà, on ne peut pas s'immiscer dans une guerre de deux. Comme le disait Jean-Claude, quand deux éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. La seule chose que nous avons demandé, que le président de l'université œuvre pour la mise en liberté des leaders syndicaux.
Voilà, D'accord, parce que ça sera retenu. Mais déjà, nous sommes pris par le temps. Si vous avez un mot de fin, Jean-Claude Kouassi, quel avenir pour l'école en Côte d'Ivoire en 30 secondes? Le mot de fin, c'est que tous les acteurs s'accordent à ce que tout se règle sur la table des négociations. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Et c'est clair, c'est ce qui doit se passer. L'État a consenti beaucoup de sacrifices. Nous sommes des observateurs, en tout cas des analystes de la vie socio-politique. Nous savons ce que... Il y a des salaires qui étaient... Il y a eu des augmentations de 40% au niveau des salaires. Il y a eu véritablement au niveau même des primes, des arriérés, le stock des arriérés, etc., qui sont payés. Il y a eu une augmentation subséquente au niveau des différents frais. Hein, au niveau même des choses, des obligations, 600 milliards, voire près de 1000 milliards qui ont été, par exemple, augmentés. Maintenant, moi, je vais revenir un peu aux choses. Pour dire que les enseignants, je vais revenir un peu aux élèves, comme M. Assi est là. Il est important aussi de ne pas faire le jeu des enseignants. Parce que lorsque on va déloger ses camarades qui sont en classe, on prend position. Parce qu'on fait le lit, on fait le combat aussi des enseignants. Quand vous délogez, vous perturbez les cours, l'école est bloquée. Qu'est-ce qui est en partie? Mais qui véritablement est bénéficiaire de cette situation? Nous serons obligés de mettre un terme à cette réflexion. Monsieur Assi, si vous avez un mot de fin pour l'école ivoirienne. Rapidement, moi je dirais que notre intérêt c'est la reprise des cours. La reprise des cours est loin de nous l'idée de partir déloger des étudiants ou des élèves dans certains établissements pour en tout cas réclamer la reprise des cours. Mais il y a que certains enseignants qui refusent de donner des cours dans les établissements publics se retrouvent dans les établissements privés. Et donc, convenez avec moi que nous puisque le système éducatif est basé sur le public, et donc les établissements privés ne sont que des dérivés du système public. Donc, on ne peut pas permettre que l'étudiant, l'enseignant qui a été formé pour dispenser des cours dans les établissements publics, lui puisse laisser sa charge et aller dans l'établissement privé pour dispenser. Ce qui, par moment, amène certains élèves à aller dire à ces enseignants de ne pas enseigner d'autres élèves au détriment d'eux. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, que l'État prenne toutes les dispositions utiles pour que nous puissions répondre au chemin de l'école. C'est l'État qui est notre interlocuteur, vous voyez. Et ces dispositions seront prises, nous le souhaitons très tôt. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, pour parler de l'avenir et de l'impact des revendications des enseignants sur l'école ivoirienne, nous étions avec M. Assi Fulgence, secrétaire général de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, et à nos côtés, M. Jean-Claude Koulibaly, journaliste consultant. Le débat se poursuit chez vous. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce débrief. L'information se poursuit sur Média TV Afrique.